Vous voyez le visage, ma foi, assez lumineux, radieux même, de la militante iranienne et prix Nobel de la paix 2023, Narges Mohammadi, sur la une du magazine français Nouvel Obs. C'est aujourd'hui. Le 18 février dernier, j'ai eu le privilège de m'entretenir avec elle pour un bon moment, alors qu'elle est en liberté provisoire depuis le 4 décembre pour des raisons médicales. Elle pourrait retourner en prison d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre. Elle ne sait pas à quel moment les gardiens de la Révolution vont l'incarcérer. Il faut savoir que depuis 25 ans, Narges Mohammadi enchaîne les peines d'emprisonnement pour son combat contre la peine de mort et l'apartheid de genre en Iran, notamment les femmes. Sa lutte pour les droits humains lui a coûté sa liberté. Ses enfants et son mari, qui sont en exil en France depuis plus d'une dizaine d'années, mais rien ne réussit à la faire taire. Elle risque à tout moment, donc je vous le disais, de retourner en prison. Puis je lui ai demandé si ça la fait. Ça ne fait pas peur, c'est son combat. Parce qu'à chaque entrevue qu'elle donne, une peine d'emprisonnement s'ajoute aux peines qui court déjà. Alors, c'est un privilège de lui avoir parlé. C'est un entretien sobre, émouvant, mais c'est un entretien qui montre à quel point la démocratie est intimement liée au sort des femmes. Alors, je vous invite à l'écouter. Narges Mohammadi, merci d'être avec nous à 24/60. Madame Mohammadi, vous êtes libérée provisoirement de prison depuis le mois de décembre. Comment allez-vous maintenant? En fait, après avoir subi une opération très lourde à la jambe, j'ai été emprisonnée pendant 22 jours dans des conditions extrêmement difficiles. Mais finalement, ma peine de prison a été suspendue temporairement pour des raisons médicales. Donc, vous devez envisager un retour en prison, mais depuis que vous êtes en liberté, depuis le mois de décembre, vous n'hésitez pas à réaffirmer la défense du droit des Iraniennes en particulier, de poursuivre votre cause pour la liberté, pour l'égalité en Iran. Vous courez de grands risques en nous parlant, n'est-ce pas? En fait, après mon entrée à l'université, j'ai commencé mon activisme au sein du mouvement étudiant et je pense qu'au cours des 30 dernières années, il n'y a jamais eu un moment où je n'ai pas été active. Que ce soit dans le domaine des droits des femmes, du mouvement étudiant ou des droits humains. Je pense que cette lutte doit continuer car nous ne sommes pas encore arrivés là où nous devrions être. Ce combat va se poursuivre jusqu'au jour où nous atteindrons la démocratie, la liberté et l'égalité. Depuis 26 ans, donc, vous enchaînez les actions, les arrestations. Vous êtes arrêté, jugé, condamné des années en prison, notamment à Evin. Parlez-nous des conditions de détention dans cette prison, particulièrement pour les femmes. Vous les avez déjà décrites dans Torture blanche, mais chaque fois que vous vous exprimez, vous encourez encore de plus grandes punitions de la part du régime. Les conditions des sections générales sont très différentes de celles de l'isolement. Dans ces sections, nous vivons en communauté. Par exemple, dans la prison d'Evin, lorsque j'étais dans la section des femmes, j'ai vécu avec 74 autres prisonnières politiques et d'opinion. Les conditions étaient bien différentes de celles de l'isolement. Mais que ce soit en isolement, en section générale avec des prisonniers de droit commun ou dans la section réservée aux prisonniers politiques, j'ai été témoin d'histoires bouleversantes de violences et d'abus sexuels contre les femmes. Je suis actuellement en train d'écrire un livre qui rapporte certains de ces témoignages. J'ai vu des marques de torture sur les corps des femmes, ce qui démontre que les tortures physiques, psychologiques et les agressions sexuelles sont une réalité dans les prisons de la République islamique, en particulier contre les manifestants arrêtés dans la rue. Ces violences commencent dès l'arrestation, quand elles sont placées dans les véhicules de détention et surtout quand elles sont emmenées dans des centres de détention clandestins.
Où trouvez-vous le courage d'écrire, de documenter les conditions horribles de détention, au risque même de votre propre liberté, peut-être même de votre propre vie? Jusqu'à maintenant, j'ai été arrêtée 13 fois, jugée 9 fois et placée en isolement 4 fois. J'ai été envoyée 3 fois dans les sections de détenus de droit commun. Encore aujourd'hui, plusieurs de mes dossiers sont en attente au tribunal et pourraient donner lieu à de nouvelles condamnations. 5 de mes procès ont eu lieu uniquement parce que j'avais pris la parole en prison contre les violations des droits des prisonniers politiques, les violations des droits humains dans la société ou encore les répressions exercées contre les mouvements sociaux dans les rues. Je considère que c'est notre devoir, comme défenseurs des droits humains, de nous opposer constamment aux violations des droits fondamentaux. Je suis convaincue que la République islamique est un régime fondamentalement oppresseur et c'est notre mission de continuer à nous battre. Les murs de la prison ne vous font pas taire, avez-vous déjà déclaré. Mais quand je vous pose la question du courage, c'est que vous êtes mère de jumeaux, que vous avez serrés dans vos bras lorsqu'ils avaient 5 ans, c'était en 2012. Vous leur avez donc parlé à un moment de votre libération au mois de décembre, libération temporaire, pour la première fois en 2 ans. Est-ce que la mère doit laisser la place à la militante courageuse que vous êtes? La première fois que j'ai été arrêtée, mes enfants, Ali et Kiana, n'avaient que 3 ans. Kiana venait de subir une opération chirurgicale et avait de la fièvre. Cette nuit-là, à 1 heure du matin, les forces de sécurité m'ont arrêtée chez moi, laissant Kiana fiévreuse avec son frère. Je pense que cette période a été l'une des plus difficiles que j'ai vécues en isolement. La deuxième fois que j'ai été arrêtée, Ali et Kiana avaient 5 ans. Leur père ne vivait pas en Iran et ils ont dû affronter cette période sans moi. J'ai vécu des moments extrêmement difficiles en cellule d'isolement. J'ai subi un interrogatoire intense, mais j'ai réussi à les tolérer. Et la dernière fois que j'étais arrêtée, ils avaient 8 ans et demi. 1 mois et demi après mon arrestation, ils ont quitté l'Iran et depuis, je ne les ai jamais revus. Cela fait maintenant 10 ans. Je pense que le plus dur pour moi était de ne pas pouvoir voir Ali et Kiana. Durant les 10 dernières années où j'étais en prison, je n'ai pas pu entendre la voix de mes enfants pendant 5 ans, car l'administration de la prison m'en empêchait. Mais même ces grandes douleurs n'atténuent aucunement votre engagement, votre détermination à poursuivre votre combat, si je comprends bien. J'ai dit à plusieurs reprises que les murs de la prison ne pourront jamais me faire taire. Chaque être humain aspire à la liberté, à être auprès de sa famille, mais la réalité, c'est qu'en Iran, là où je vis, vivre dignement a un prix élevé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour conserver son humanité et sa dignité, et pour atteindre un niveau de vie simplement moyen, il faut se battre. C'est avec regret que je dis que la situation du peuple iranien empire chaque jour et devient de plus en plus préoccupante. Ce combat ne pourra pas être mené sans sacrifice, mais je suis déterminée à le poursuivre. Depuis que vous êtes en liberté au mois de décembre, liberté provisoire, vous circulez, j'imagine, dans les rues de Téhéran. Il y a des manifestations. Un jeune étudiant a été tué il y a quelques jours. Quelle est l'humeur des Iraniens? Est-ce que vous sentez dans la rue quand même qu'il y a une forme de résistance?
Je crois fondamentalement que le régime de la République islamique n'a ni la capacité d'instaurer la démocratie, ni de garantir la liberté et l'égalité. D'après l'expérience que nous, le peuple iranien, avons vécue en particulier ces dernières années, ce régime est irréformable et constitue un gouvernement inefficace. C'est ce qui a conduit le peuple iranien à aspirer à une transition vers la fin de la dictature religieuse, c'est-à-dire un passage au-delà de la République islamique. Si je devais résumer ces 3 mois passés à l'extérieur de la prison, je dirais que la volonté et la détermination du peuple pour ces transitions me semblent bien plus fortes que les années précédentes. Dans la rue, dans les rassemblements où je me rends, ou encore lorsque des groupes et des citoyens viennent me voir et discutent chez moi, je ressens profondément que les gens ont déjà tourné la page sur le régime de la République islamique. Les signes de ce changement sont visibles partout, dans la société, dans la rue, dans les espaces publics et privés. Et à mon avis, ce sont les femmes qui en manifestent l'expression la plus marquante. Masha Amini est décédée, cette jeune femme, pour avoir mal porté son voile. Je vous vois en femme libre, avec vos cheveux, votre maquillage, votre élégance, votre beauté. Quand vous sortez, vous, maintenant, dans les rues à Téhéran, est-ce que vous devez porter le voile? Que faites-vous? Quel choix faites-vous? Non, je ne porte pas le voile. Même lorsque j'étais en prison, qu'ils devaient m'emmener pour une angiographie, je n'ai pas mis le foulard et je suis descendue sans le porter. Une fois, lorsque je ne l'ai toujours pas mis pour être transférée à l'hôpital, ils m'ont empêché de sortir de la section des femmes pendant 8 semaines. Et j'ai résisté. Je n'ai pas cédé. Et finalement, ils ont été obligés de m'emmener sans voile. Aujourd'hui encore, je refuse de le porter. Narges Mohammadi, vous êtes l'icône de la résistance iranienne. Vous payez de votre liberté, cette séparation avec votre famille. Est-ce que le prix Nobel de la paix reçu en 2023 vous protège ou aggrave votre situation? Êtes-vous davantage une cible du régime avec ce prix Nobel de la paix? La réalité, c'est que le régime de la République islamique a rendu mes conditions de détention encore plus difficiles après l'attribution du prix Nobel. 45 jours après l'annonce du prix Nobel, ils ont complètement désactivé ma carte téléphonique. Auparavant, je pouvais parler avec mon père et mon frère et ma sœur en Iran. Mon père est décédé sans avoir entendu ma voix pendant 3 mois. Et même pour ses funérailles, ils ne m'ont pas autorisé à sortir de prison, même sous leur surveillance. Ils ont tout fait pour durcir encore davantage mes conditions. Peut-être qu'ils voulaient envoyer un message au monde, montrer que même un prix Nobel de la paix ne les influencerait pas. Je pense que ça témoigne du caractère profondément répressif et autoritaire de ce régime. Mais quoi qu'il en soit, ils ont rendu ma situation extrêmement difficile. On dit beaucoup que l'Iran est affaibli sur la scène internationale en ce moment. Est-ce que les mouvements de protestation ont alors plus d'espoir de renverser le régime des mollahs ou pas? Qu'en est-il de la situation? Avez-vous vous-même cet espoir de vivre un jour le renversement du régime? Voyez-vous, je suis très optimiste quant aux transformations profondes que j'observe au sein de la société iranienne. Je l'ai déclaré à plusieurs reprises, même lorsque j'étais en prison, je considère que le rôle du peuple dans le changement à venir et celui des femmes du mouvement Femmes, Vie, Liberté
sont des éléments essentiels et déterminants. Autrement dit, cette transformation en Iran repose sur la volonté, la conscience, la compréhension et la décision du peuple iranien d'atteindre la démocratie. Le régime de la République islamique est vu comme l'un des principaux obstacles à la démocratie. C'est pourquoi les Iraniens sont déterminés à réaliser cette transition de la dictature vers la démocratie. Et comme vous l'avez mentionné, la position de la République islamique dans la région est extrêmement affaiblie. Les mandataires de l'Iran sur le terrain au Moyen-Orient, en qui le régime avait investi des ressources matérielles et idéologiques, se sont en grande partie effondrés. Par conséquent, le régime islamique d'Iran est aujourd'hui sous une pression croissante à la fois à l'intérieur du pays, face à la contestation populaire, et à l'extérieur, avec la perte de ses mandataires au Moyen-Orient. Vous êtes en liberté provisoire pour des raisons médicales depuis le 4 décembre. Comment envisagez-vous votre retour en prison? Savez-vous quand? Savez-vous pour combien de temps? J'attends et je suis sans réponse. J'ai eu un arrêt de peine de 21 jours. Ensuite, les médecins, sur la base d'une radiographie prise de mon pied, après l'ablation d'une masse osseuse, ont demandé une prolongation de mon arrêt. Mais le pouvoir judiciaire de la République islamique est resté totalement silencieux. Il ne nous donne aucune réponse et bien que mes avocats poursuivent les démarches, je suis dans l'incertitude totale. Avez-vous peur? Non, je n'ai pas peur. Si je comprends bien, jamais vous n'envisagez l'exil pour retrouver vos 2 enfants et votre mari. Non, je n'ai pas l'intention de quitter l'Iran. Et tant que le peuple lutte, je préfère rester au pays, aux côtés des Iraniens. Pour moi, les murs de la prison ne sont pas une limite. Que je sois d'un côté du mur, en prison, ou de l'autre, dans les rues, je vais continuer à lutter contre la dictature religieuse. J'espère pouvoir assister aux côtés du peuple iranien à la victoire et à l'instauration de la démocratie. Depuis le 4 décembre, vous avez multiplié les dénonciations, les abus de ce régime. Et à chaque fois, vous risquez une aggravation de la peine de prison. Qu'en savez-vous maintenant? Parce que c'est un grand risque. Bien sûr, durant cette période, j'ai discuté avec beaucoup de gens et j'ai donné des entrevues, en particulier à l'étranger. Et je pense que ça pourrait conduire à l'ouverture de nouveaux dossiers judiciaires contre moi. Mais j'ai tout fait en toute conscience de ces risques et je suis toujours prête à continuer. Tant que je serai en dehors de la prison, je vais poursuivre mes activités en faveur des droits humains, la lutte pour la liberté d'expression et de pensée et mon combat contre le régime autoritaire. En terminant, quel message voulez-vous que l'on retienne de votre engagement, de votre militantisme? Je pense que le message du peuple iranien a déjà été transmis au monde de manière claire et explicite. Avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui s'est formé après l'assassinat de Mahsa Amini en Iran, je suis convaincue que le monde a compris que le peuple iranien est déterminé à mettre la République islamique derrière lui. La République islamique est un régime fondamentaliste et autoritaire. J'attends donc que la communauté internationale, les peuples du monde, les organisations des droits humains et les gouvernements prennent pleinement conscience de ce message, qu'ils soutiennent le peuple iranien et fassent entendre sa voix, jusqu'au jour où nous atteindrons à la démocratie, la liberté et l'égalité.
Narges Mohammadi, votre message est bien reçu. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci d'avoir pris quelques moments de liberté que j'imagine vous savourez. Merci de nous avoir parlé pour témoigner de la situation des droits humains, des droits des femmes en Iran et bien sûr en prison. Et on attend cet ouvrage que vous êtes en train d'écrire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je vous en suis également reconnaissante. C'est pour moi un honneur et une grande joie d'avoir pu échanger avec vous. Thank you. Merci. Merci, Khoda Hafiz.